Hebdo Show se poursuit, mesdames et messieurs, pour une troisième partie. On continue toujours dans l'œil d'Alger. Focus à présent sur un oligarque d'extrême droite aux prétentions politiques démesurées. J'ai nommé Vincent Bolloré qui défraie la chronique une fois de plus ce soir. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite avec nous monsieur François Asselineau. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir et bonsoir à tous nos auditeurs. Merci à vous d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes un homme politique français. Alors, monsieur Asselineau, lorsque vous regardez aujourd'hui l'écosystème médiatique construit autour de Vincent Bolloré, voyez-vous simplement un groupe de médias très orientés ou bien une véritable machine d'influence, machine de propagande capable de déplacer le centre de gravité idéologique de la France ? Oui, là, c'est plutôt la réponse, c'est plutôt la deuxième chose, si vous voulez. Il faut toujours, comme en toute chose, repartir de l'histoire. Le groupe Bolloré est né dans les années 1860. À l'époque, c'était une fabrication de papier à cigarettes. Et puis, petit à petit, le groupe s'est développé dans le transport, s'est développé en Afrique, a fait des fortunes plus ou moins bien, d'ailleurs, honnêtement, comment dirais-je, rassemblées. Et puis est intervenu, je résume très simplement, hein, mais est intervenu dans les années 1980 du XXe siècle quelque chose d'extrêmement important, qui a été l'apparition de l'ultralibéralisme venu des États-Unis et du capitalisme financier qui s'accompagne notamment de la libre circulation des capitaux. La libre circulation des capitaux qui a été imposée en Europe par le truchement de l'Union européenne et qui a été imposée dans tous les pays de l'OCDE a eu pour effet de multiplier les délocalisations industrielles, d'une part, et de permettre, d'autre part, à des oligarques, à des gens qui avaient de l'argent, d'avoir de plus en plus d'argent au point d'être parfois plus puissants que les États eux-mêmes. On le voit, par exemple, avec la famille Bolloré, puisque la famille Bolloré, on peut dire qu'aux alentours des années 1970-80, la fortune était, si j'essaie de tenir compte de l'évolution monétaire et de l'euro. À l'époque, c'était des francs, mais on peut dire que la fortune de la famille Bolloré, c'était peut-être quelque chose comme 200 millions d'euros aux alentours des années 1970-1980. Au tournant de 2000, on était monté à plus d'1 milliard d'euros. En 2009, à 2,5 milliards d'euros. Et en 2014, c'est-à-dire 15 ans après, on est aux alentours de 11 milliards d'euros. Sachant que, évidemment, ce sont des fortunes dont le montant varie beaucoup, puisque ça dépend beaucoup des valorisations boursières. Mais vous voyez donc bien que M. Bolloré, il n'est pas le seul dans son cas. On le retrouve d'ailleurs avec toute une série de milliardaires en France, mais aussi aux États-Unis et dans le monde entier, enfin en tout cas dans le monde occidental. M. Bolloré a donc fait partie de ces milliardaires qui ont un intérêt vital à ce que ne soit jamais remis en question ces décisions qui ont été prises dans le courant des années 80, qui sont celles de la libre circulation des capitaux et du capitalisme financier. Alors ceci vous explique, je fais ce petit historique pour que les auditeurs comprennent bien ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que pour M. Bolloré, mais il n'est pas le seul, les médias français sont tombés dans les escarcelles d'autres milliardaires, Patrick Drahi, Dassault, Bernard Arnault. Enfin, on a l'impression que la plupart des milliardaires se sont achetés des médias. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça alors que les médias, vous savez, sont en général peu rentables et parfois, quand il s'agit de journaux, ce sont des gouffres financiers. Or, d'habitude, les hommes d'affaires les milliardaires n'ont pas l'habitude d'investir dans des gouffres financiers. Ils le font pourquoi? Pour acquérir une influence sur la société française et pour peser de plus en plus sur le débat politique. Alors, M. Bolloré, il a fait évoluer son groupe. Il a vendu le papier à cigarette qui était la fabrication d'origine. Il a vendu très récemment les activités de transport, notamment à CGA-CMM, et il s'est de plus en plus concentré sur un empire qu'il a constitué, qui est un empire médiatique. Et il l'a constitué de façon intelligente, puisqu'en fait, il y a une espèce de, comment on pourrait appeler ça, d'intégration sur toute la chaîne de valeur et sur toutes les activités. Ça commence par le fait qu'il a acheté Grasset, qui est un imprimeur qui d'ailleurs, enfin un éditeur, qui d'ailleurs est le nouvel éditeur de Boilem Sansal, qui maintenant a quitté Gallimard. Ensuite, il a acheté des médias comme par exemple CNews
ou Europe numéro 1, qui sont des grands médias en France. Justement, vous évoquez ces médias mensonges, justement, Monsieur Asselineau, vous évoquez également l'existence d'un lobby anti-algérien extrêmement actif en France. Selon vous, pourquoi est-ce que l'Algérie revient-elle souvent comme la cible de ces médias, même de certains responsables politiques français? À qui profite aujourd'hui ce climat permanent de tension entre Paris et Alger? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'il faut dire. D'abord, il y a la volonté de détourner l'attention des Français des vrais sujets. Le vrai sujet, c'est celui que je viens de vous dire au début. C'est la captation du pouvoir en France, dans d'autres pays du monde aussi, par des oligarques. On a vu d'ailleurs comment en Chine ou en Russie, la question qui s'est posée a été réglée par l'affirmation du pouvoir de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping. Dans les démocraties occidentales, les États sont affaiblis, sont de plus en plus affaiblis d'ailleurs, d'autant plus qu'ils participent à l'Union européenne avec des transferts de souveraineté qui fait qu'ils ont perdu l'essentiel de leur pouvoir. Et en même temps, vous avez ces oligarques qui prennent le pouvoir. Et eux, pour eux, ils ne veulent surtout pas changer ce système puisque ça leur rapporte des fortunes de plus en plus considérables. Alors, dans l'affaire algérienne, il y a un premier volet, enfin c'est mon analyse, c'est de trouver un bouc émissaire. C'est de parler de ça pendant qu'on parle des questions sur l'Algérie, on ne parle pas du reste. Et on focalise l'attention des Français entre eux sur un clivage droite-gauche. C'est le premier point. Mais c'est quoi, M. Asselineau, excusez-moi, M. Asselineau, c'est quoi le reste? Quand vous parlez, on focalise sur l'Algérie pour omettre le reste. Le reste, c'est quoi? C'est le chômage qui grimpe, c'est l'insécurité qui grimpe, c'est le carburant qui est à des prix affolants, c'est les loyers où les Français n'arrivent plus à se loger, c'est les SDF qui pilulent partout. C'est quoi le reste, M. Asselineau, justement? Pourquoi justement mettre ce bouc émissaire Algérie, qui est un pays émergent, qui est un pays qui est à vitesse grand V, qui se développe, en le glorifiant? Parce que qu'est-ce que fait justement M. Bolloré à travers ces canaux de diffusion, comme vous les avez si bien nommés, en l'occurrence CNews, le JDD européen? C'est qu'il veut contrôler les canaux de diffusion, il veut avoir la maîtrise des contenus, il veut avoir l'influence sur le débat public. Quand il tape du matin au soir sur l'Algérie, mais il omet de dire ce qui se passe réellement et véritablement autre part. Il omet de dire tous les malheurs qui sont en train de s'abattre les uns après les autres. Il omet de dire que l'Algérie est un pays qui n'a pas de dette, contrairement au pays dans lequel lui, il vit, où il se targue de vivre. Il omet de dire que l'Algérie est un pays qui est financièrement indépendant, qui est alimentairement indépendant, qui est énergétiquement indépendant. Pourquoi justement faire ça, d'après vous? Vous l'avez dit vous-même, la réponse est dans la question, vous l'avez dit vous-même, c'est que... Mais c'est mieux que ce soit vous qui le dites. Oui, plus on focalise l'attention des Français sur le conflit avec Alger ou sur les questions migratoires, qui sont un vrai sujet par ailleurs, mais moins on parle de tout ce que vous avez dit, et aussi de l'alignement complet sur les États-Unis d'Amérique, notamment, ou plus exactement sur l'État profond américain, et sur les positions israéliennes, que ce soit vis-à-vis de la Russie ou que ce soit vis-à-vis de l'Iran. Donc, c'est un moyen de focaliser l'attention sur cette question et de faire mousser une espèce de clivage droite-gauche précisément sur cette question. Il y a un deuxième sujet qui concerne l'Algérie quand même, c'est qu'il y a d'autres acteurs géopolitiques qui interviennent. Il faut pas la question algérienne vue de Paris. C'est pas une question seulement franco-algérienne, c'est une question franco-marocaine, c'est une question franco-israélienne. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies en France qui s'exercent. Vous le savez, notamment sur la question du Sahara espagnol, avec Trump qui a reconnu la marocanité du Sahara espagnol, en échange de quoi le gouvernement de Rabat du Maroc a reconnu l'État d'Israël. Trump, pendant sa première présidence, a fait en sorte que de plus en plus de pays, notamment dans le Golfe, reconnaissent diplomatiquement l'État d'Israël, les Émirats arabes unis par exemple. Et Paris, il y a quelque temps de cela, Emmanuel Macron, quittant la prudence qui était traditionnellement celle de la diplomatie française sur cette question, qui considérait que finalement, ça n'était pas les affaires de la France de trancher quel était le devenir du Sahara espagnol. Il y a d'ailleurs des procédures normalement qui sont à l'ONU. Macron, abandonnant cette prudence de la diplomatie française,
a fait la même chose que Trump, c'est a reconnu la marocanité du Sahara espagnol, ce qui a évidemment fortement déplu au gouvernement algérien. Donc, mais ça, c'est un point qui est important. Deuxième point qui est important, vous le savez mieux que moi, c'est que l'Algérie est l'un des rares États du monde, d'une quinzaine d'États, qui ne reconnaissent toujours pas l'État d'Israël. Or, vous savez qu'il y a en France un lobby pro-israélien qui est important et qui est très actif, notamment à CNews et dans le groupe Bolloré, et qui fait que l'Algérie est un petit peu montrée du doigt sur ces questions. Vous le savez aussi, tout ça j'enfonce des portes ouvertes, je pense, vis-à-vis de vos auditeurs, mais c'est bien en 1988 qu'a été proclamé à Alger par le Parlement palestinien en exil la création d'un État palestinien. Donc on voit bien que l'Algérie apparaît sur les questions, que ce soit sur l'État, sur l'affaire de Gaza, que ce soit sur la Palestine, que ce soit sur l'Iran, l'Algérie apparaît dans le monde arabe assez isolée, en tout cas par rapport à beaucoup d'autres pays du monde arabe, qui eux ont fait un pas et se sont rapprochés d'Israël. Donc il y a derrière ça aussi, et il suffit de voir quelle a été la position de l'oligarchie française, des oligarques français, qui, sur la question iranienne, par exemple, l'attaque américaine ou israélienne contre l'Iran, qui a eu lieu donc à partir du mois de février, on a eu en France une espèce de consensus invraisemblable de l'ensemble des médias et en particulier de CNews. Monsieur Asselineau, peut-être une dernière question. Question très rapidement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une partie de la relation franco-algérienne est prise en otage par des plateaux télévisés, par des stratégies électorales internes à la France? Oui, je crois qu'on peut le dire. Je pense que, alors c'est quand même pas le seul, c'est pas le seul débat, faut pas non plus exagérer, mais je pense que c'est un débat important parce qu'il joue sur des plaies, sur les plaies qui n'ont pas été guéries de la guerre d'Algérie, sur le traumatisme que ça a représenté des deux côtés de la Méditerranée. Ça fait quand même maintenant, il y a plus de 60 ans, donc il faudrait quand même peut-être tourner la page. Mais il y a des revendications, il y a toujours une partie de l'électorat français qui n'apprécie pas ce qui s'est passé à cette occasion. Et il faut bien comprendre que ça pèse dans le débat politique parce que M. Bolloré, pour terminer sur l'Empire Bolloré, il n'a pas fait qu'acheter un éditeur, il n'a pas fait qu'acheter des médias, il n'a pas fait qu'acheter d'intervenir sur la politique française, mais il a également acheté des instituts de sondage, notamment l'Institut CSA, ce qui lui permet d'avoir toute la chaîne. Et quand vous avez les médias et les instituts de sondage, vous pouvez pousser en avant des candidats. Actuellement, les candidats de l'oligarchie pour la présidentielle française, eh bien, ce sont des gens qui ne remettent pas en cause du tout ce qui est dit, notamment sur l'Algérie, que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui avait fait une fixation sur l'Algérie, que ce soit Bardella. On a donc à droite et au centre et à l'extrême droite, on a donc tout un discours qui est fait pour complaire en définitive et pour s'assurer d'avoir des bons sondages sur l'Institut de M. Bolloré. Donc il faut bien comprendre ça. A contrario, quelqu'un comme moi qui a été candidat en 2017, je serai candidat en 2027, je suis totalement invisibilisé au mépris de toutes les lois françaises d'accès aux médias. Parce que je dis des choses qui ne vont pas dans ce sens, qui ne vont pas dans le sens justement de ce que souhaite M. Bolloré. Qui ne sont pas politiquement corrects. Vous ne rentrez pas dans le moule, M. Asselineau. Voilà, c'est exactement ça. Très bien, merci M. Asselineau. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Au revoir. Excellente soirée. Ahmed Ben Saada, vous êtes toujours avec nous. Je voudrais vous poser une question à présent. Ahmed Ben Saada, en France aujourd'hui, qui pèse le plus sur l'opinion, les partis politiques ou les empires médiatiques comme celui de Bolloré? C'est sûr, la question n'est pas posée. En fait, les médias actuellement ont énormément de poids. Vous savez, le problème, on le pose toujours en opposition de la France vis-à-vis de l'Algérie, mais c'est un problème aussi franco-français. La France actuellement souffre justement de cette monopolisation des médias. Je rappelle que Vincent Bolloré, depuis qu'il a une dizaine d'années qu'il a commencé à racheter des médias, il a mis à la porte plus de 500 journalistes.
quand il a pris en 2015 le contrôle d'ITélé pour la transformer en CNews, il y a eu une très longue grève et plus de 100 journalistes ont quitté. En 2023, lorsqu'il a acheté le JDD, 95 journalistes ont quitté. Et à Europe 1, la même chose, la moitié de la rédaction a quitté. Et tout récemment, nous avons vu qu'avec l'affaire Saint-Salle qui a rejoint Grasset et quitté Gallimard pour 1 million d'euros, il y a actuellement à peu près 170 auteurs qui ont quitté Grasset. Donc, non seulement M. Bolloré ne fait pas dans la dentelle avec l'Algérie, mais aussi il provoque des remous assez importants dans la vie, intellectuelle française et aussi dans la vie politique. Vous savez que non seulement il a des médias, mais il a aussi toutes les enseignes Hachette, il a le groupe Relais, il a la publicité à Havas, il est dans le cinéma, il est dans la musique. Et j'aimerais citer un historien des médias qui s'appelle Alexis Lévrier. Il a dit « Il exerce une influence concrète sur notre quotidien. Donc, sauf à vivre dans une grotte, on ne peut pas échapper aujourd'hui à Bolloré. » Et il finit en fait une interview en disant si on ne fait rien d'ici là, il sera trop tard. Nous risquons d'assister non seulement à la fin de la liberté de la presse, mais à la disparition de la démocratie elle-même. Et ça, c'est un Français qui parle de la France. Donc, Monsieur Bolloré est non seulement un danger pour l'Algérie parce qu'il passe son temps à dénigrer l'Algérie, mais aussi un danger pour la France. Autre chose, ce que fait Monsieur Bolloré avec ses médias, c'est qu'il donne la parole à des lobbies pro-israéliens, oui. Et ça, Monsieur Asselineau l'a expliqué, mais aussi il donne la parole aussi à des lobbies nostalgiques de l'Algérie française. Et pour revenir, en fait, le lien avec Kamel Daoud, c'est que Kamel Daoud est considéré comme un informateur indigène. Oui. Donc, en fait, le fait de dire que l'Algérie est pas bien, que c'est une dictature, que c'est un régime, etc., ça fait en sorte de dire que l'Algérie, elle était mieux quand elle était colonisée. Vous comprenez? Il y a tout ce discours qui est en fait un discours subliminal. Voilà, c'est un discours subliminal qui essaie de dire que finalement l'Algérie aurait mieux fait de rester colonisée. Alors qu'on ne met pas en exergue, on ne met pas en valeur toutes les réussites de l'Algérie, toute la vie, comment elle est en Algérie, toutes les réussites, tout le progrès qui a été fait en Algérie durant les dernières années. En fait, c'est une mécanique qui repose sur des logiques simples, docteur, et vous êtes spécialiste des médias et je pense que vous allez acquiescer ce que je vais vous dire. C'est une mécanique qui repose sur quoi? Sur de la répétition, sur de la saturation, sur de la polarisation. Oui. Et à force d'être martelé, à force que ces mots toujours Algérie, voilà, oui. Kamel Daoud, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la vérité illusoire. En exactement. En fait, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'illusion illusoire. Plus on répète quelque chose, plus on croit. Les perceptions prennent le pas sur les faits. Voilà, exactement. On dit, mais c'est pas possible que si c'est répété autant, c'est que c'est vrai. Il y a un petit peu de vérité. Exactement. Les perceptions prennent le pas sur les faits. Et c'est exactement ce qui est utilisé par les médias français, en particulier les médias Bolloré, qui ne veulent pas du bien et qui ne diront jamais. Vous savez, moi, je regarde beaucoup la télévision française et occidentale en général, j'essaie des fois de voir quelque chose de positif sur l'Algérie, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose sur l'Algérie, c'est quelque chose qui va être négatif, qui va présenter l'Algérie sous un filtre déformant de la calomnie, etc. Voilà. Karim Belgassem, au fond, est-ce que le projet Bolloré est seulement médiatique ou est-ce qu'il s'agit de reprogrammer durablement l'imaginaire politique français ? Écoutez, pour rejoindre ce qui a été dit, c'est un projet qui date il y a une dizaine d'années. Il a parlé de la chaîne télé qui était l'ancêtre de CNews. Les journalistes ont été mis sous pression et il a imposé Jean-Marc Morandini qui a des affaires que vous connaissez. Les journalistes se sont révoltés et donc ont dû partir. Et au fur et à mesure, il y a un projet idéologique qui a été imposé avec l'arrivée d'Éric Zemmour en 2019. Et petit à petit, effectivement, on a vu s'imposer cette idéologie
idéologie raciste. Éric Zemmour a une large tribune. Il y a eu Philippe de Villiers juste après. Donc effectivement, en sous-main, avec le rachat de Gasset, il y a eu la promotion de Bardella également. On a même demandé à des journalistes de CNews de mettre en avant les livres d'Éric Zemmour comme ceux de Jordan Bardella. Quant à la gauche, elle a une tribune libre, mais uniquement entre 2h et 6h du matin. Donc on sent qu'il n'y a pas un équilibre assez plaisant, mais ils vont se défendre en disant non, mais vous voyez, on les passe, l'ARCOM ne nous a rien dit. Il y a aussi l'ARCOM, l'organisme régularisateur, qui a une responsabilité et un rôle à jouer pour respecter la pluralité. Ce qui est étonnant dans tout ce qui est en train de se passer avec Bolloré, c'est que la France se dit être un État de droit, mais là, en fait, une seule personne est en train de concentrer tous les pouvoirs donc, pour faire l'opinion. Et c'est ça qui est quand même incroyable dans le cas de Bolloré. Alors, il faut aussi rappeler, on en discutait tout à l'heure avec Kerem, que Bolloré a aussi pris des parts dans l'école supérieure de journalisme de Paris, l'ESG de Paris. Donc ça permet aussi, qui n'est pas reconnu par la profession en France, fait pas partie de la quinzaine d'écoles reconnues par la corporation. Ça permet d'endoctriner dès le début les étudiants en journalisme de leur... ça permet déjà de filtrer, d'identifier ceux qui pourront ensuite aller dans les différents médias. Stages et ceux à qui on n'en donnera pas. Voilà, exactement. Et c'est quand même assez étonnant dans un pays comme la France, je le dis encore une fois. Moi, je ne pense pas que ce soit étonnant. Je suis contre ce que tu dis. Moi, je pense que c'est effrayant. Non, au-delà du fait que ça soit effrayant maintenant... Moi, cette captation des médias, dit à l'origine des médias libres, et cette captation en 4K, parce que il achète tout ce qui se vend actuellement, même des choses qui ne se vendent pas, et où il fait des OPA dessus. Et Dr Ben Saada peut le confirmer, c'est qu'il veut tout acheter. Tout ce qui concerne la communication à grande échelle, il est en train d'acheter. Il va avoir le monopole. Les maisons d'édition, les journaux, les radios. Moi, je trouve pas que Moi, je trouve que c'est effrayant pour l'avenir de la démocratie. Il y aura une pensée unique, effectivement, une certaine On pensée est unique. effectivement dans une. Après, maintenant, je pense que je déteste parler de mon passé dans la télévision française, mais je pense que quand tu vas dans un certain sens et que tu es contre l'Algérie, tu as beaucoup plus de chances de perdurer dans ce monde-là que quand tu es pour l'Algérie. Et je pense que j'en ai fait les frais avec beaucoup d'honneur et de fierté, il faut le savoir. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont mis en avant parce qu'ils sont contre l'Algérie, qui sont contre l'islam, qui sont contre l'immigration, qui sont contre... Et ils sont mis en avant, ils sont bien mis en avant. Et je peux te dire que pour faire monter quelqu'un, ça met du temps, mais pour le faire descendre, c'est très très rapide. Et ils ont cette force de frappe qui ne fait que s'accroître avec le temps. Et l'Algérie fait vendre. Ça fait peur. Et l'Algérie fait cliquer, fait vendre, fait buzzer. Donc voilà. En fait, quand je parlais d'étonnement, ce n'est pas dans le sens justement de toutes ces stratégies, mais beaucoup plus en application des lois. Est-ce qu'il existe en France des lois contre le monopole dans certains milieux aussi sensibles que les médias, que la communication, que les sondages? Ou alors, est-ce qu'ils existent et ces lois ne sont pas appliquées? Est-ce que c'est à la tête du client? C'est ça qui est aussi intéressant. Non, en France, ils sont plus occupés à s'occuper du voile que des choses comme ça qui sont beaucoup plus graves. Que cette captation justement du pouvoir médiatique. Pour eux, c'est plus important de parler de la sortie scolaire, si la maman accompagnatrice a un voile ou pas. Oui. Ou qui parle des maillots de bain des gens. C'est ça le drame. C'est pour ça je parlais de l'ARCOM qui est censé être un organisme régularisateur, le gendarme, mais qui n'a pas vraiment fait son travail, puisqu'il y a eu des amendes. Alors, il y a eu des amendes contre C8, mais on ne voulait pas taper sur CNews pour différentes raisons. Donc il y a aussi un rôle. Alors certains vont vous dire, mais il y a trop de régularisation en France. Mais quelque part, heureusement qu'il y en a. Et ce que fait le groupe Bolloré actuellement, c'est qu'ils attaquent le service public et France Télévisions. J'ai suivi justement les auditions à l'Assemblée nationale des représentants du service public de France Télévisions et autres. Cette cabale a aussi été amplifiée par le groupe Bolloré. Vous avez vu Pascal Praud dans l'Heure des pros, où chaque jour on attaquait le service public, Delphine Ernotte. Il y a encore un petit peu d'investigation dans le service public, et c'est ce qui est reproché justement par le groupe Bolloré, donc qui a aussi alimenté cette suspicion.
Badis. Non, mais moi je rebondis sur la question, l'interrogation de Tarek, qui est pertinente parce que en France, non seulement il n'y a pas de loi, mais pire que ça, c'est-à-dire que quand vous arrivez au summum de ce qu'on peut faire dans les médias, c'est que vous avez des éléments facilitateurs politiques. Parce que le projet est politique par excellence. Et c'est là ce qui fait la force et en même temps la dangerosité de cet homme. On ne parle pas d'un Vincent Bolloré comme patron de presse. On parle aujourd'hui de Vincent Bolloré comme à la tête d'un écosystème politique. C'est plus grave encore. C'est exactement ça. C'est qu'on est en train de parler d'un pouvoir dans les mains de quelqu'un qui a quand même une vision assez restreinte et assez exclusive, notamment en matière de l'étranger, en matière de l'autre en général. Et on parle d'un pouvoir donc qui ne passe pas par les urnes, il passe par les écrans. Les écrans qui rentrent dans toutes les maisons des Français et même outre les frontières françaises. Et c'est ce qui rend la chose plus dangereuse. Et c'est ce qu'il a compris, d'ailleurs, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, ça a été dit tout à l'heure par Asselineau, qui a fait sa fortune sur la machine Afrique. Son jeu de mots. Afrique, Afrique. Donc voilà, vous avez compris. Et c'est aussi quelqu'un qui a compris la triptyque finance, médias, politique. Pour en faire un projet, une vision aujourd'hui. C'est-à-dire que les accointances, les collusions ou les croisements, les conjonctions d'intérêts avec le Rassemblement national, ça peut se comprendre, puisque lui et Stérin défendent un projet profondément judéo-chrétien qui place le français au centre du débat politique et de l'action politique. Mais qu'on en fasse après des plateaux de ces mêmes médias qui deviennent des télécommandes diplomatiques et qui influencent sur le Quai d'Orsay, ça on l'accepte moins. Sinon la France, elle n'a plus de cap, elle n'a plus de boussole, si ce n'est ce monsieur, comme disait tout à l'heure Mehdi, qui aujourd'hui détient les clés du pouvoir finalement, quand on regarde bien. C'est un pouvoir médiatique. Oui. Et pouvoir médiatique, absolument. Donc on voit bien qu'il y a un projet à dessein qui est celui, pire que ça, et je te rejoins sur l'aspect très inquiétant pour la France et les Français, puisque ce monsieur cherche tout bonnement le chaos en France. Ce monsieur cherche la guerre civile, la confrontation, la division de la France. Et d'ailleurs, elle est déjà divisée. Donc les pros ou les pour, les contre. Et ce qui rend aujourd'hui ce sursaut, et là je peux parler un peu de ce qui est en train de se passer dans les arcanes, notamment de la société civile française, il y a ce sursaut citoyen entre parenthèses qui s'organise. J'ai envie de vous dire, la résistance se structure. Il y a ce mouvement notamment qui est né, comment il s'appelle voilà, désarmer. Alors le mot est fort, hein. Désarmer Bolloré et Stérin. C'est un mouvement qui regroupe plusieurs actions, plusieurs initiatives qui vont à contresens justement du projet Bolloré. D'autres initiatives également, ça a été tout à l'heure par les médias eux-mêmes, où le service public est devenu une cible de choix de Bolloré, puisqu'il sait très bien qu'il lui reste ce dernier acte notamment de cette tragédie. Et puis je conclurai sur aussi un Bolloré aujourd'hui qui est devenu un scénariste politique, un scénariste diplomatique et un scénariste de la démocratie française, version Bolloré, version projet Périclès, version Stérin. Très bien, merci Badis Renissa. Je vais vous remercier, vous également, Ahmed Ben Saada. Merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir participé à ce débat. Merci docteur, à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah, sur le plateau. Allah yahfadek. Au revoir, Inch'Allah. Au revoir. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.